Bonjour, soyez les bienvenus dans la semaine de l'écho. Alors qu'une vague de chaleur s'abat sur la France, les agriculteurs sont une nouvelle fois en première ligne. Des épisodes climatiques extrêmes de plus en plus précoces qui s'ajoutent à une longue liste de difficultés. Revenus en berne, concurrence internationale, malaise dans la profession. Depuis des années, le monde agricole est en crise. Face à la colère du secteur, l'hiver dernier, le gouvernement a dégainé un projet de loi actuellement en discussion à l'Assemblée nationale. Objectif, alléger les normes, sécuriser l'accès à l'eau et lutter contre la concurrence déloyale. Ce texte peut-il vraiment changer la donne? Ira-t-il assez loin pour satisfaire la FNSEA, le principal syndicat agricole du pays? Faut-il détricoter les règles environnementales et sanitaires pour rester compétitif et reconquérir notre souveraineté alimentaire? Eh bien, de toutes ces questions, nous allons débattre avec nos invités. Sébastien Méry, bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur dans le Loiret, secrétaire général de l'Association générale des producteurs de maïs, affiliée à la FNSEA. Anne-Catherine Husson-Traoré, bonjour. Bonjour. Fondatrice d'Actors for Sustainability, centre de formation aux enjeux de transition et experte en finances durables. Et à vos côtés, Jean-Christophe Bureau, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie à AgroParisTech, Université Paris-Saclay et chercheur associé au CEPI. Des températures records pour un mois de mai. Quel impact pour les agriculteurs? Quelles conséquences sur les cultures? Reportage aux côtés d'éleveurs et de céréaliers dans le département des Deux-Sèvres avec nos confrères de France 2. Là, les filles. Le troupeau de Vivien Baron subit la chaleur depuis près de 4 jours. 25 vaches en gestation, des animaux fragiles qui risquent un choc thermique. L'eau de leur mare s'évapore. Il faut alors reculer la clôture pour s'assurer qu'elles aient accès à l'eau. Il faut qu'elles puissent s'abreuver facilement sans trop de contraintes, quoi. Le risque, c'est qu'elles fassent un avortement et qu'elles perdent leur petit, quoi. Et derrière, c'est des pertes financières importantes. Allez, grande fille. Avec ces températures, les vaches se déshydratent plus vite. Et l'herbe qu'elles broutent jaunit de jour en jour. C'est moins nutritif, quoi. Enfin, c'est même pas nutritif du tout, parce qu'on dirait comme de la paille, quoi. Et la paille, ça vaut rien, quoi. Donc là, on sera obligé, les jours à venir, à apporter du foin pour qu'elles puissent se nourrir normalement, quoi. Du foin que l'éleveur doit récolter le plus vite possible avant que l'herbe ne s'assèche trop et perde ses nutriments. On a quand même 15 jours d'avance par rapport habituellement, voilà, c'est plus autour du 15 juin, quoi. Dans le département voisin de la Charente-Maritime, les chaleurs s'ajoutent au manque d'eau. Ce maraîcher a planté ses choux rouges il y a 3 semaines. Il doit déjà les arracher. Le coup de chaud dessus a tout brûlé. Et là, c'est fini, quoi. Du coup, là, c'est une plantation qui est perdue. Nous, si on se met trop au soleil sans se protéger, on attrape des coups de soleil. Bah, y a des plantes, c'est pareil, hein, tout simplement. Il y a des plantes qui ont besoin de soleil pour se développer. D'autres, il faut du soleil, mais pas des coups de chaleur comme ça, quoi. Pas à brûler, quoi. Des plants brûlés et d'autres dont la croissance est déréglée. Son petit épeautre est en pleine floraison. Les fortes chaleurs arrivent au pire moment. Ça risque d'être des grains vraiment minuscules, tout légers, en fait. Avec un poids spécifique très bas. Enfin, sachant qu'on n'a déjà pas des prix rémunérateurs, si en plus de ça on fait un rendement très petit, là c'est une catastrophe, quoi. Là, ça va être, de toute façon, cette culture-là va être une perte financière sèche. Ça, c'est sûr et certain. Avec les chaleurs qui durent, Noël Michaud estime la perte à près de 12 000 €, rien que pour sa parcelle de petit épeautre. On le voit dans ce reportage pour les animaux, pour les légumes, pour les céréales, pour des plants brûlés, d'autres à la croissance déréglée. C'est aussi vrai pour le maïs. Sébastien Méry, cette vague de chaleur, comment affecte-t-elle votre production? Alors, ma production, moi, elle est variée, hein. J'ai du blé tendre sur ma ferme, j'ai de l'orge, j'ai du maïs. Bon, pour éluder, le maïs aujourd'hui, il a été semé très récemment. Il s'acclimate plutôt très bien des conditions climatiques du moment. Il ne souffre pas aujourd'hui de manque d'eau, donc ça lui va très bien. Par contre, l'inquiétude, elle est, comme le collègue l'exprimait, sur les céréales. Et notamment, moi, aujourd'hui, sur mon exploitation, sur le blé, sur mes orges, ils sont en phase de remplissage, là où les grains vont accumuler les réserves. Donc, la chaleur va stopper, en fait, sous l'effet de la chaleur et sous l'effet parfois du manque d'eau. Ça va stopper ce remplissage. Et la conséquence, c'est qu'on aura un manque de potentiel, comme l'a exprimé mon collègue, mais aussi une qualité dégradée et une qualité, le pain, pour faire du pain aujourd'hui, on aura probablement cette qualité qui empêchera d'avoir ce débouché sur de la meunerie.
Et le point qui est important, c'est, comme ça a été dit dans votre reportage, c'est les producteurs de grandes cultures, de céréales, sont depuis 3 ans avec des revenus négatifs. Et donc, cette année qui s'accumule, ça a été exposé, les pertes, 12 000 euros, j'ai entendu, de pertes pour ce producteur, plus une augmentation des charges, mais on y viendra peut-être dans le débat, avec le contexte de crise, les conflits qu'on a aussi en Iran, font que économiquement, ce scénario va impacter les producteurs, va encore impacter une 4e année de plus. Vous disiez un impact sur la qualité, sur les rendements. Est-ce que vous pouvez déjà à peu près l'estimer? Est-ce que vous pouvez déjà estimer les pertes? Alors aujourd'hui, il est trop tôt pour estimer les pertes. On a des instituts techniques qui pourront faire. Tout dépend de l'épisode, combien de temps il va continuer. On a aussi des choses pour amoindrir les pertes, les adaptations. Enfin, on a des producteurs qui aujourd'hui, ou des éleveurs qui étaient là avec Samar, qui ont un accès à l'eau. Et l'eau, le fait de pouvoir apporter une ressource en eau sur des céréales, mais aussi, ça se voit pour l'abreuvement des animaux, est une manière aussi de pouvoir pallier et de pouvoir minimiser les pertes et de pouvoir avoir une production en quantité et en qualité. On va parler de l'eau un petit peu plus tard, si vous le voulez bien, Sébastien Méry, mais globalement, ces vagues de plus en plus fréquentes et de plus en plus précoces de chaleur, est-ce que ça vous inquiète pour l'avenir ? Ce qui m'inquiète pour l'avenir, c'est notre capacité à ne pas s'adapter à cette vague de chaleur. Je vous rappelle qu'on a eu un mois de février, le BRGM l'a estimé, où on a eu des cumuls d'eau très importants. Vous vous rappelez, l'actualité au mois de février, c'était des inondations sur le territoire français. Et aujourd'hui, subir, parce que l'agriculture, mais comme d'autres domaines, subit cette vague de chaleur importante, on aurait pu, à certains moments, mais on y reviendra, je pense, au cours du débat, stocker une partie de l'excès d'eau pour pouvoir, comme je viens de vous le dire, pouvoir pallier à ce phénomène et pour pouvoir... Pour vous, la solution, elle est dans le stockage d'eau, c'est ça ce que vous nous dites? Pas que, mais avouez que passé d'un mois de février, on a des forts excès où on avait un certain nombre de parcelles agricoles qui étaient sous l'eau, qui étaient inondées. Et aujourd'hui, subir, on le voit sur l'éleveur, il l'a dit, pour l'abreuvement de ses animaux, sa mare commence à diminuer. Se dire qu'à certains moments, on ne prend pas de position pour stocker de l'eau ou pour mobiliser une ressource en eau, c'est pas la seule solution. Mais par contre, moi, en tant qu'agriculteur, ça me fait réagir. Et aujourd'hui, on y reviendra aussi, mais la loi d'urgence doit nous permettre d'avoir les ressources pour mobiliser quand on a des excès d'eau. On y vient dans un instant. Peut-être d'abord, assiste-t-on, alors vous n'êtes pas météorologue, mais assiste-t-on à un phénomène inédit ? Ce qui est intéressant par rapport à ce que rappelait monsieur, c'est le fait qu'effectivement, on enchaîne des épisodes climatiques extrêmes. Alors l'inondation, la sécheresse, le tout dans des périodes extrêmement rapprochées. Il faisait d'ailleurs très froid juste avant qu'il fasse très chaud. Et ça, globalement, c'est le scénario du réchauffement climatique pour un pays comme le nôtre, c'est-à-dire un effacement progressif des saisons intermédiaires, type printemps et automne, et avec toute la progressivité dont les agriculteurs ont besoin. La question, par contre, de considérer que quand il pleut massivement, on peut stocker, peut être vraiment sujette à caution, puisque si les inondations sont aussi désastreuses aujourd'hui, c'est parce que effectivement les sols n'absorbent plus l'eau telle qu'il faudrait. Donc il y a aussi des dévalements, il y a aussi et la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est toujours sur du micro événement. Donc évidemment, il y a un épisode, ça produit tel et tel événement. La question de comment on réfléchit à la souveraineté alimentaire française, au type de culture qu'on utilise, à des problématiques d'adaptation, vous l'avez souligné. C'est-à-dire que les conditions climatiques sont de moins en moins prévisibles et elles peuvent avoir une amplitude énorme, et ça, je veux dire, c'est un fait. Donc la question, c'est tous les types de céréales, tous les modes de production. On sait maintenant qu'effectivement, l'absence de haies pose énormément de problèmes en période d'inondation parce que du coup, l'eau dévale et en plus n'est même pas absorbée par la terre. Donc, comment on peut la stocker, vaste sujet. Et donc, il y a toute une réflexion à engager qui est celle-là, l'urgence en fait. C'est-à-dire de se dire, si on essaie à tout prix de maintenir une sorte de capacité à faire comme avant dans des conditions qui elles-mêmes ont déjà changé, on perd beaucoup d'argent et les agriculteurs finissent par en gagner de moins en moins parce que effectivement leur modèle s'érode. Donc ça, c'est un vrai sujet. Ce que vous nous dites, c'est que pomper dans les nappes phréatiques, ça aggraverait les problèmes de sécheresse ? Anne-Catherine ?
Monsieur Traoré. Alors, non, mais si je je vais peux vous faire réagir. répondre, enfin, Allez-y. je pense que l'eau, ça ne doit pas être un sujet de confrontation, mais d'intelligence collective. C'est tout à fait ça. L'adaptation, aujourd'hui, bon nombre d'agriculteurs s'adaptent sur l'exploitation. Moi, sur ma ferme, je pratique une agriculture de conservation avec des couverts, avec des céréales que je sème dans mes couverts. Enfin, c'est plutôt vertueux pour avoir une eau qui se stocke dans le sol. Mais par contre, là où je vous arrête, c'est que ce n'est pas suffisant par rapport à ces scénarios-là. Donc on n'a pas dit qu'on allait stocker toute l'eau qui tombe aujourd'hui. On dit que, par exemple, je vous prends un chiffre, hein, dans le Loiret, on a, c'est un peu moins de 150 millions de mètres cubes qui sont utilisés sur tout le département du Loiret pour l'irrigation. Et c'est un département qui a la chance d'avoir une irrigation qui est très développée. Au mois de février, lorsqu'on a eu une petite crue, hein, dans la Loire, ce n'était pas une grosse crue comme des territoires l'ont connu en France, quoi. On avait plus d'1 milliard, 1,15 milliard de mètres cubes qui passaient dans la Loire. Si à un moment, on se dit qu'il y a une partie en excès, qu'on en réserve, mais ce n'est pas la seule solution, mais qu'on en réserve, mais que ça soit pour l'agricole, que ça soit aussi pour d'autres utilisations, faut qu'on fasse, faut qu'on le fasse et il faut qu'on arrive à mobiliser de la ressource. Et après, là où je ne vous rejoins pas, sur les cultures, sur les adaptations, on répond aussi à des marchés et on répond aussi à un besoin de pouvoir fournir ces marchés. Et sinon, on risque de devenir dépendant, et c'est déjà le cas. Je ne vais pas retenir, mais vous m'avez parlé tout à l'heure du maïs. Là où l'Europe produisait tout son maïs consommé, aujourd'hui, l'Europe importe 25% de ses besoins en maïs qui viennent de pays tiers et qui n'ont pas les mêmes normes de production que nous. Et la question peut-être se poser sera-t-on en capacité de produire du maïs à horizon 10 ans, 15 ans avec des vagues de sécheresse actuelles, sachant que le maïs consomme beaucoup d'eau? On est en capacité d'arriver à produire et il faut qu'on se mette en capacité, et c'est bien ça la loi d'urgence, de se mettre en capacité de produire ce que l'on consomme et de ne pas juste fermer les yeux et de devoir être dépendant d'autres pays. C'est là où il y a une limite à ce que vous expliquez, puisque la question c'est qui les marchés. C'est-à-dire qu'effectivement, si on est le sur consommateur. Oui, le consommateur, aujourd'hui, on produit pour le consommateur. Oui, un consommateur, certes, mais avec un marché beaucoup plus globalisé. Et effectivement, on est sur un système on parle d'agro-industrie à juste titre. Donc la question aujourd'hui qui est posée, c'est comment les problématiques d'eau sont aussi des problématiques de plus, de moins et de toutes les questions qui vont avec. En revanche, la question de aujourd'hui, plein d'études, mais ça reste très embryonnaire, montre qu'effectivement les sujets d'agroécologie sont le moyen de s'adapter parce qu'on revient à de la polyculture, on revient à des mécanismes où l'élevage est un élément d'un tout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a un décalage entre le fait que ce genre de choses se développe, alors à l'échelle de filières. J'ai en tête un exemple qui a été dévoilé au forum organisé par Agoterra il y a quelques jours, où on parlait d'un fonds filière. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez des grands... Donc là, on parle bien des clients, des consommateurs, qui sont en l'occurrence Kering, Hippopotamus et Auchan, qui sont mis ensemble pour faire un fonds destiné à financer de l'élevage en agroforesterie. Alors c'est certes 25 fermes, mais l'objectif, c'est vraiment d'aller plus loin, parce que c'est un moyen de survie pour l'élevage. Et donc là où je veux en venir, c'est que il y a des choses qui ont l'air de dire il faut faire survivre l'agriculture telle qu'elle est, avec tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. La question, c'est que pour survivre l'agriculture tout court dans des sujets de souveraineté alimentaire, il va falloir regarder probablement d'autres modèles et regarder comment on les travaille. Et c'est ça qui pose un problème dans la loi d'urgence agricole, puisqu'elle pousse les curseurs partout sur un certain type d'agriculture, que ce soit de l'élevage ou que ce soit... Je serais tenté de vous dire, mais juste sur le reportage que vous avez présenté, aujourd'hui, l'élevage est vertueux. Comme vous dites, je vous rejoins, on peut remettre dans certains territoires de l'élevage, je partage, mais quid de comment on fait de l'élevage quand on voit de l'éleveur qui peut ni abreuver ses animaux, ni les affourager, c'est-à-dire les alimenter. Et pour le commun des mortels, si aujourd'hui, alors on peut s'abstenir de manger pendant 2 ou 3 jours, par contre on ne peut pas s'abstenir de boire, et on le voit pour l'éleveur, aujourd'hui il avait une difficulté de ressources, et donc il faut qu'on arrive à mobiliser cette ressource pour avoir une agriculture, comme vous le dites, de l'élevage, des céréales, et qu'on ait tout à complet, et qui puisse répondre à la demande des consommateurs qui ont besoin aussi d'alimenter. C'est ça l'agriculture aujourd'hui sur nos territoires. Jean-Christophe Bureau. Alors si c'est sur l'eau, moi je crois que
On a un peu tout dit. Je pense qu'en effet, comme vous le disiez, il ne faut pas aborder ça d'une manière... dans la confrontation dans laquelle on est actuellement. Là, c'est devenu quelque chose d'extrêmement polarisant et pas du tout constructif. Le stockage de l'eau, il y a plusieurs formes de stockage de l'eau. Il y en a qui ont des effets pervers. Si vous savez, un réservoir qui est alimenté par une rivière et qui repart dans une rivière, vous réchauffez l'eau, vous faites des cyanobactéries, vous polluez tout. Si vous avez un impluvium qui récupère de l'eau de pluie, qui stocke ça dans une bassine, ça n'est pas, personnellement, c'est pas du tout quelque chose de choquant. Mais ça peut s'évaporer aussi. Ça s'évapore, mais enfin, vous mettez des panneaux solaires dessus, ça s'évapore moins. Enfin, il y a plein de solutions aussi. Je pense que là, il y a vraiment des choses à trouver de manière constructive. Et là, la société a réussi à faire ça un conflit absolument énorme. Là, on a des bassines qui sont détruites par des militants. Et de l'autre côté, on a la loi agricole qui s'acharne à vouloir rendre ça beaucoup plus facile dans des conditions qui sont peut-être contestables. C'est pas du tout la bonne façon de prendre le système. Mais en effet, là, le stockage de l'eau est une des solutions. Après, dans l'adaptation, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a évidemment le choix des cultures. Le maïs, c'est pas une culture qui consomme beaucoup plus d'eau que les autres céréales, mais elle les consomme à un moment où le blé en consomme plutôt plus par hectare, mais plutôt l'hiver, quoi. Là, donc, est-ce qu'on va pouvoir continuer à faire du maïs dans tout le sud-ouest ? C'est pas certain. Il y a une adaptation en termes de culture associée, en effet. Et puis, il y a une adaptation aussi économique, c'est-à-dire que là, depuis la Seconde Guerre mondiale, on a évolué vers des systèmes qui sont très spécialisés et à juste titre. Et j'ai travaillé 12 ans à l'INRAE où... Peut-être préciser ce que c'est que l'INRAE. L'Institut national de la recherche agronomique, où on a spécialisé de plus en plus les systèmes parce que ça avait un vrai intérêt économique. On avait besoin de moins de matériel que d'en faire 3 cultures que d'en faire 40. Quoi. Ceci dit, actuellement, on voit que ce système-là, il fonctionne bien sur un plan économique quand on a des prix élevés. Mais dès qu'on a un choc, soit de production, soit de prix bas, comme c'est un peu le cas actuellement, le prix du blé reste bizarrement assez bas en ce moment, eh bien, on a des coûts fixes importants parce qu'on a des charges d'engrais, etc. Et que là, on a vraiment un problème d'adaptation à ces fluctuations. Et c'est là-dessus que le modèle économique, je pense, qui avait toute sa rationalité, maintenant, il devrait sans doute évoluer pour être plus en capacité d'absorber des chocs, étant donné à la fois les chocs climatiques et les chocs géopolitiques qui nous arrivent dessus. Alors maintenant qu'on a planté le décor face à la crise et la colère des agriculteurs, le gouvernement défend son projet de loi dit d'urgence agricole, un texte qui facilite le développement de l'élevage intensif, simplifie la construction des retenues d'eau, ces méga-bassines dont on vient de parler, et pourrait autoriser la réintroduction de certains pesticides. La ministre Annie Genevard parle de réconciliation. Une réconciliation dont nous avons voulu, le Premier ministre et moi-même, qu'elle soit la plus large possible en construisant un texte du quotidien, un texte qui apporte des réponses concrètes à des difficultés concrètes. Une réconciliation entre les mondes politiques et agricoles, une réconciliation entre l'urgence climatique et l'urgence de produire davantage pour reconquérir notre souveraineté alimentaire. Une réconciliation enfin entre l'abstrait de la norme et le concret du quotidien. Jean-Christophe Bureau, vous n'avez pas l'air d'accord. C'est des éléments de langage, mais enfin, ça ne correspond à aucune réalité. Enfin, on est dans la communication, un peu comme l'a lancé le gouvernement Trump 1. La parole est plus importante que la réalité. Voilà. Un texte qualifié d'urgence et de réconciliation. Sébastien Méry, est-ce bien le cas ? Êtes-vous satisfait ? Satisfait, non aujourd'hui, et je vais développer, mais je vais me rappuyer sur ce qu'a dit M. Bureau tout à l'heure sur les cultures entre leur consommation en eau. M. Bureau a réaffirmé par rapport aux idées reçues que certaines cultures ne sont pas forcément fortes consommatrices. Non, mais c'est pour poser le décor de nos débats, parce que en fait, le débat, on s'arrête souvent sur des clichés et on ne voit pas les situations et le cap où on doit aller. Non, la loi d'urgence, pour nous, les agriculteurs, elle n'est pas à la mesure des attentes que les agriculteurs ont exprimées lorsque les tracteurs étaient dans Paris, devant l'Assemblée nationale, et qu'ils ont réclamé cette loi d'urgence. Pourquoi elle n'est pas au regard ? Parce qu'on a eu des débats, notamment dans certaines commissions, où on a eu des choses qui sont passées qui vont carrément à l'encontre de ce que les agriculteurs demandaient. Sur des blocages,
on en revient sur le stockage, mais aussi sur l'accès aux moyens de production, sur aussi notre protection aussi, où on demandait plus de protection contre la concurrence déloyale, où on demandait aussi plus de revenus. Bon, ça a été corrigé au Parlement, par le gouvernement, mais en fait, pour les agriculteurs, aujourd'hui, c'est plus la situation. Ils ne demandent plus ça. L'urgence, aujourd'hui, c'est qu'on change de cap et de vision pour l'agriculture. C'est-à-dire que les agriculteurs puissent continuer à produire sur notre territoire, à assurer notre souveraineté agricole. Il est bien là le débat, parce que se battre sur des arguments sur l'agriculture en disant un côté industriel, etc. Et puis demain, le risque, c'est ne plus avoir d'agriculteurs, de producteurs sur notre territoire et fermer les yeux sur notre alimentation du quotidien. Je vous rappelle, sur la volaille, mais aussi sur les fruits et légumes, on importe plus de 50% de nos consommations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ferme les yeux sur la manière dont c'est produit et on empêche les agriculteurs français de pouvoir alimenter les Français. Sur cet enjeu Alors, c'est ce que disait mon voisin, ça s'appelle des éléments de langage, mais de facto, c'est évidemment... C'est concret. On importe plus de 50% de nos besoins. Certes, mais la question, elle est effectivement que, par ailleurs, on a développé un certain nombre de monocultures. L'un des sujets, par exemple, de la loi, c'est de dire on va limiter... Alors, c'est sous le... Par avant, on empêche les normes, c'est-à-dire qu'on ne regarde plus, ou le moins possible, les impacts environnementaux Très concrètement, le texte production. supprime l'obligation de réunion publique, Voilà. réduit les délais de recours sur les projets de stockage d'eau, simplifie l'installation de bâtiments d'élevage, protège les porteurs de projets contre les recours dits abusifs. Sébastien Méry, que pouvez-vous exiger de plus ? Alors, aujourd'hui, sur le texte, la volonté du texte en est là. Sur le texte en lui-même, on n'est pas à la mesure des attentes. Ça, ce n'est pas à la mesure des attentes sur les débats. Et les attentes sont très fortes, puisque aujourd'hui, les projets sont bloqués. Et les projets agricoles, des fois, sont bloqués. Je vais vous prendre sur le stockage. À discuter dans certains territoires, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont bloqués. Vous trouvez ça admissible ? Une génération que les dossiers sont bloqués pour que des agriculteurs puissent continuer à développer. C'est bien ça, le thème. C'est pour ça que ça s'appelait une loi d'urgence. Le texte prévoit justement de transférer la compétence au préfet pour accélérer ces projets. Aujourd'hui, dans les débats et qui sont passés à l'Assemblée nationale, entre ce qui était annoncé dans les titres et ce qu'il en ressort pour le moment, ce n'est pas au regard de... C'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Vous évoquez quand même la question de l'attente des consommateurs, de la capacité de production, etc. Donc si on est sur une logique qui est celle de ce projet aujourd'hui, qui est de dire qu'effectivement, si on allège et qu'on accélère un certain nombre de choses, alors monsieur l'a très bien dit, le stockage d'eau, c'est pas en soi une malédiction. Comme un certain nombre de choses. En revanche, si on ne regarde pas les impacts environnementaux, prenons au hasard les algues vertes et les nitrates en Bretagne. C'est vraiment, là aussi, ça dure depuis des décennies. Et on n'arrive pas du tout à y remédier. Donc, il y a un moment donné, et c'est aussi le travail des agences de l'eau, c'est tout ce travail-là, l'idée de dire qu'il y aurait une urgence, que les agriculteurs soient dans des situations extrêmement difficiles, qu'on ait un vrai risque de ne plus avoir d'agriculteurs pour plein de raisons, qui sont l'absence de revenus, les suicides massifs et un certain nombre de choses, bien sûr, c'est une réalité. Est-ce que ce projet de loi y répond ? Il ne suffit pas de dire urgence agricole dans le titre, il faut vraiment qu'on puisse développer un programme qui réponde à des réels besoins. Donc le fait de nier ou d'essayer de limiter les études d'impact environnementaux ou le fait qu'effectivement il peut y avoir des oppositions assez fortes dans un certain nombre d'endroits, ça ne va pas résoudre le problème. Ce que disait mon voisin, c'est qu'effectivement, il faut qu'on arrive, et surtout sur la politique de l'eau, puisque tout le monde en a besoin, et qu'on est dans des arbitrages d'usage qui vont arriver très très vite entre les gens, les agriculteurs, les industriels, etc. On est vraiment déjà dans ce genre de période. Et donc, si on n'arrive pas à concerter le type de modèle qu'on veut et le type de modèle qu'attendent les consommateurs, ça, c'est aussi une réalité, les consommateurs français. Donc, on est en train de brandir des sujets, de dire les consommateurs veulent ci, veulent ça, etc. Le vrai sujet, c'est que, et si on prend par exemple la question des pesticides, vous avez un positionnement qui est de dire c'est ça, il nous en faut parce que sinon on n'arrive pas à cultiver. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, et on l'a bien vu avec la pétition contre la loi du plomb, la réintroduction de ce type de pesticides pose un vrai problème aux citoyens, aux consommateurs. Il y a plus de 2,5 millions qui disent on n'en veut pas. Mais c'est pas grave, la loi d'urgence agricole essaie de remettre le sujet. Donc la question de si
certains agriculteurs, parce que ce n'est pas non plus tous les agriculteurs. Si la partie des agriculteurs qui veut vraiment maintenir ce modèle continue à le faire en expliquant que c'est au nom du consommateur, il y a un problème. Parce que le consommateur en question, il n'est pas du tout demandeur de ça. Surtout s'il fait lien avec sa santé. Non, vous m'avez parlé de beaucoup d'éléments de langage. Je ne rentrerai pas sur tous les sujets que vous avez mis sur la table. Mais aujourd'hui, en fait, sans caricaturer ce projet de loi, vous avez parlé des produits phytosanitaires et des pesticides et des moyens de production pour les agriculteurs. Ce projet de loi, la seule demande, c'est qu'on ait le droit d'utiliser les mêmes produits que nos voisins européens. C'est la seule chose. C'est la seule chose. Et si jamais, aujourd'hui, c'est-à-dire sans être technique... Et même s'ils sont interdits, même s'ils peuvent poser un problème sanitaire. Aujourd'hui, c'est la charge de la preuve, l'ANSES, de montrer qu'ils peuvent poser un problème. Mais aujourd'hui, quand le produit ne pose pas de problème à nos 26 collègues européens, on peut quand même se poser la question. Ils ont des agences et voilà. Non, mais aujourd'hui, on en est quand même là. Donc, est-ce que cette question, on ne demande pas plus de normes. On demande simplement à être traité à égalité avec nos voisins européens pour pouvoir continuer à produire. Et dans ce que vous dites, c'est pour pouvoir continuer, parce que sinon, je vous l'ai dit, c'est des chiffres, c'est factuel. On est dépendant d'autres pays. On en reviendra sur le conflit, être dépendant, on se met en... Jean-Christophe Virault, j'aimerais vous entendre. Est-ce qu'il y a une surtransposition des règles européennes dans la loi française ? Est-ce qu'il y a un zèle français à vouloir faire toujours mieux que ses voisins ? Alors, il y a des distorsions de concurrence au niveau mondial. Il est clair qu'en France, on n'a pas le droit d'utiliser des OGM dans plein de cultures. Enfin, il y a très très peu, ils ne sont même pas utilisés comme maïs. Alors que dans d'autres pays, toute l'Amérique latine, toute l'Amérique du Nord, la Chine, je ne vous en parle même pas, on a le droit. On n'a pas le droit en élevage d'utiliser le clonage, alors que dans d'autres pays, on a le droit. Bref, il y a des vraies différences de traitement, ça c'est clair. Par contre, au niveau européen, personnellement, on a pas mal regardé, je pense que ce discours sur la transposition, il est quand même très largement bidon. Les gammes de produits phytosanitaires que certains appellent pesticides, d'autres médicaments des plantes, donc vous choisissez votre camp, on va les appeler produits phytosanitaires, on est le deuxième pays qui autorise le plus de produits. Donc dire qu'on est les seuls, alors c'est vrai pour l'acétamipride, mais c'en est un. Sur les normes de cadmium, c'est un néonicotinoïde, enfin c'est un insecticide qui peut être très utile dans certaines cultures. C'est pas très bon pour les abeilles. Pas très bon pour les abeilles, mais par exemple, sur les normes cadmium, on est beaucoup plus permissif que la moyenne européenne. Bref, je pense que ça, c'est vraiment pas vrai au niveau européen. C'est vrai sur certains points, mais pas globalement. Mais le fait que, par exemple, on apporte tout à fait maintenant une très grande partie de nos fruits et légumes et de nos volailles, c'est aussi une distorsion de concurrence, mais qui, à mon avis, est beaucoup plus liée au coût du travail. Parce que c'est deux secteurs extrêmement intensifs, c'est plutôt l'abattage, etc., en main-d'œuvre. Et là, on a aussi des distorsions de concurrence. Des pays ont des salaires beaucoup plus faibles et d'autres ont des exonérations de charges extrêmement fortes, comme l'Allemagne, par exemple, qui modifient le coût de la main-d'œuvre. Et la loi d'urgence, elle ne s'attaque pas à ce problème ? Pas à ma connaissance, mais... Non, et si on prend une métaphore, il y avait un maraîcher l'autre jour il y a une association qui s'appelle Pollinis et qui défend effectivement les abeilles entre autres. Et donc il en fait partie. Et pour essayer de faire de la pédagogie auprès des clients consommateurs de ces produits, il avait affiché des prix. Voilà ce que ça va donner si vraiment on n'a plus d'abeilles. Et donc le melon était à 50 €, je crois. Et un certain nombre de produits, enfin le minimum était entre 50 et 150 €. Alors au début, les passants sont un peu interpellés en disant « mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Puisque, évidemment, ce n'est pas les prix habituellement proposés, mais c'est un moyen de faire comprendre qu'effectivement, la nécessité d'avoir une réflexion globale sur les modes de survie d'un type d'agriculteur dont l'objectif est d'être souverain au sens de nourrir les populations concernées, passe effectivement par des réflexions globales et qui font qu'on est arrivé au bout, et c'est ce que vous expliquez très bien, au bout d'un certain système qui a été vendu pour toutes les raisons que vous avez là aussi expliquées, mais qui ne fonctionne plus. Et qui aujourd'hui ne fonctionne plus pour les agriculteurs, mais ne fonctionne plus non plus pour un certain nombre de marchés. Donc si on importe effectivement beaucoup de fruits et légumes, c'est un problème pour tout le monde. Mais la question de devoir y répondre par une loi d'urgence qui dit du coup, on va essayer de faire encore plus d'agro-industrie qui sera en plus pas forcément compétitive, c'est tout à fait précieux ce que vous venez de dire. Parce que la question, c'est est-ce qu'on cherche la queue du Mickey qui consisterait à essayer d'être compétitif par rapport à la Chine ou à d'autres pays où effectivement, de toute façon, on a perdu depuis longtemps, ou est-ce qu'on essaie d'inventer autre chose et d'adapter ce qu'on fait pour que ça réponde aux besoins qui sont en train de changer de notre pays. C'est ça la question, en fait.
Et c'est ça l'urgence, mais elle n'est pas dans la loi. La question, c'est comment aujourd'hui, en France, on arrive à avoir toujours une agriculture. Le risque, il est bien là. Et quel que soit le modèle agricole, parce que j'entends beaucoup dans le débat parler de modèles agricoles. Il n'y a pas qu'un modèle agricole, il y a une diversité de production sur nos territoires. Enfin, il y a quand même 2 reportages concrets entre un éleveur, un maraîcher et un producteur de céréales. Les 3, ils vivent. Là, l'épisode, vous l'avez, la réalité, c'est problématique sur leur production. Demain, ces producteurs-là, avec un manque de revenus, la crise économique, plus une inadaptation, parce qu'on est en train de débattre aujourd'hui, de se dire c'est pas bien comme modèle, etc. Le passage de cette période, ça a été dit tout à l'heure. Vous avez dit on est passé d'un phénomène d'excès d'eau à un phénomène froid, à un phénomène de chaleur qui va peut-être durer que 10 jours. L'objet bien de cette loi, que tout le monde comprenne, c'est que les 2 producteurs qu'on a vus dans le reportage puissent avoir un moyen de s'adapter. Et pendant ce temps-là, nous, on est dans nos débats. Non, mais c'est bien ça aujourd'hui. C'est bien ça aujourd'hui que les agriculteurs sont venus réclamer et disent aux députés soyez sérieux. Disent aux parlementaires soyez sérieux. N'ayez pas ce type de débat en injonction aux pesticides, des normes, etc. Donnez un cap à notre agriculture, donnez un cap qu'on soit toujours capable de répondre aux consommateurs, qu'on soit capable d'assurer notre souveraineté agricole et notre souveraineté alimentaire. C'est bien ça le message aujourd'hui qu'on entend passer. Je n'ai pas le temps de détailler tous les points dans la loi, mais c'est ça le message. Non, il y en a beaucoup. Il y a eu un rapport parlementaire qui est sorti très très récemment qui révèle que les grandes enseignes réalisent des marges abusives au détriment des agriculteurs. Est-ce que c'est pas ça finalement le problème des revenus des agriculteurs? Est-ce qu'il n'est pas lié à ce rapport de force qui est défavorable aux agriculteurs? Suivant les productions, il y a des problèmes qui sont multiples. Il y a les problèmes, ça a été évoqué, il peut y avoir les problèmes aussi, comme vous l'avez dit, de main-d'œuvre, mais il y a aussi les problèmes de moyens de production, il y a les problèmes d'assurés, il y a les problèmes de revenus qui sont liés à aussi le commerce. De par mes productions, je ne suis pas forcément spécialiste sur ce sujet-là, je ne vais pas développer, mais en fait, il y a multiples problèmes que l'agriculture française aujourd'hui vit, et il faut qu'on soit très sérieux dans les débats pour pouvoir y répondre. Et c'est bien ça, ce qu'on est venu, ce qui a été demandé le 13 janvier, lorsque les tracteurs étaient dans Paris, aux parlementaires, que l'on soit sérieux sur le sujet agricole, parce que le risque, je vous prends la production que je connais le mieux, parce que je la pratique chez moi, 3 années sans revenus, une 4e année où on a des charges qui explosent avec un conflit en Iran, qui aujourd'hui, on a un épisode climatique qui nous est défavorable. Je veux dire, demain, le risque est grand que si on n'est pas sérieux sur le sujet, on n'ait plus d'agriculture en France, et comme d'autres domaines. En fait, je vais vous résumer le sujet. Je vais vous faire un parallèle pour que tout le monde comprenne. On en est dans les débats, comme au moment du nucléaire, où on ne savait pas combien on allait fermer de réacteurs, etc. Je dis aux Français, aujourd'hui, quand il y a eu le conflit en Ukraine, qu'on a commencé à dire « remettez un pull parce qu'on va être obligé, on manquera d'électricité ». C'est la même chose qu'on peut faire comme alimentation. Là, le débat est devenu plus sérieux. Le président de la République est sorti du bois et a dit « aujourd'hui, il faut construire 6 réacteurs nucléaires pour pouvoir assurer notre souveraineté énergétique ». Donc aujourd'hui, assurons notre souveraineté alimentaire. Soyons sérieux sur ces débats-là. Excusez-moi, mais là, on a un vrai sujet. C'est-à-dire que vous expliquez qu'en gros, on est dans un débat comme les pour et les anti-nucléaires. Et il a été bien dit que ce n'est pas du tout comme ça qu'on doit y arriver. Et la question, c'est qu'il y ait une difficulté, qu'il y ait des difficultés colossales et complexes de l'agriculture. Personne ne le nie, et sûrement pas moi. En revanche, que, 1, ce projet de loi y réponde. 2, qu'on est en train, effectivement, de défendre la souveraineté agricole française en facilitant l'élevage industriel et en facilitant un certain nombre de solutions dont la capacité, tout le monde, bien sûr que si vous dites il faut une souveraineté alimentaire française, les Français vont mourir de faim, etc., évidemment que les gens disent oui, il faut. Quel est le rapport entre ce que vous venez de dire et le projet de loi? Je serais curieuse de vous entendre là-dessus, parce que franchement, c'est pas évident. Et Jean-Christophe Bureau, je serais curieuse de vous entendre également sur ce débat sur le revenu. Ça, alors, sur les revenus
Allez-y. Le débat sur la priorité à donner à ce qui est une souveraineté alimentaire pour ne pas dépendre de l'étranger et la priorité à donner à des questions environnementales, c'est un vrai débat. C'est deux enjeux extrêmement importants. Il n'y a pas quelqu'un qui a raison et qui a tort. Ce que je trouve actuellement, c'est que d'une part, le débat sur la souveraineté alimentaire qui est français puis qui a été porté à Bruxelles, il est quand même assez hypocrite parce que on utilise ça pour justement essayer de produire plus, ce qui est tout à fait légitime, mais en éludant complètement un côté qui est que pour produire plus avec les mêmes méthodes, on repose sur des intrants importés extrêmement cruciaux, en particulier potasse, phosphate, etc. Ça, je pense qu'il y a une forme d'hypocrisie dans l'idée. On va faire cette réforme, enfin je ne parle pas tellement de cette loi-là qui ne me choque pas tant que ça, mais plutôt de la loi Duplon 1, qui était vraiment organisée dans ce sens-là. Je pense qu'il y a une vraie hypocrisie parce que si vous voulez être vraiment souverain, il ne faut pas dépendre de phosphate, de potasse et de soja importés. Et à ce moment-là, vous faites plutôt du bio, des choses comme ça, des itinéraires à base intrants si vous ne voulez pas être bio. Mais donc ça, je pense que c'est une hypocrisie. Pardon, d'autant que vous l'avez dit, avec le conflit au Moyen-Orient, la fermeture du détroit d'Ormuz, ça a fait à la fois flamber les prix des carburants et des engrais. Est-ce que le gouvernement, il a quand même débloqué des aides en priorité pour les agriculteurs, il a prolongé l'allègement de la taxe sur le gazole agricole. On peut se dire que difficile de faire plus ? Difficile de faire plus. Vous n'avez pas l'air satisfait. Non, mais quand on a un GNR, je vais vous prendre un cas précis. Moi, j'ai acheté mon GNR à moins Alors, votre GNR, c'est le gazole. carburant, excusez-moi, le carburant agricole à moins de 70 centimes du litre et aujourd'hui à plus d'1,19 €. C'est plus entre janvier et mars, c'est plus 72%. Aujourd'hui, c'est 15 centimes qui est pris en charge. Voilà. On sait que les caisses de l'État sont vides, donc on peut comprendre. On aimerait plus, on demande plus, parce que plus 72%, enfin tout le monde de charges supplémentaires, mais tout le monde le vit au quotidien, c'est difficile. Aujourd'hui, il y a des choses que l'on demande en dehors de ça pour pouvoir retrouver aussi un peu de compétitivité. Tout ça, ça nous grève notre compétitivité. Et sur les engrais, le fait que justement... il y a un plan européen, il y a aussi un plan français pour aider les agriculteurs. Est-ce que c'est suffisant selon vous ? Aujourd'hui, c'est à peu près le surcoût en 2026 entre l'Iran et puis il y a aussi une taxe, MACF, qui est carbone aux frontières depuis le 1er janvier et qui vient renchérir le coût. C'est 500 Mais 000, qui a été réduite. C'est 500, qui n'a pas été réduite pour le moment, qui est 500 millions. Le coût pour la filière céréalière française. L'annonce européenne, c'est 200 millions pour tous les pays européens. Là, je vais vous dire, ça nous coûte 500 millions pour la France, il y a 200 millions d'annoncés. En fait, qu'est-ce qu'on peut prendre très rapidement ? C'est que cette taxe MACF, déjà, pour les années sur les engrais, soit supprimée pour le moment, parce qu'on n'est pas en capacité de produire de l'engrais en France. Après, on a des scénarios qui viendront à plus long terme, mais pour le moment, on demande purement et simplement que cette taxe soit supprimée. Au niveau européen, précisément, il y a un deuxième plan du soutien annoncé qui est de redévelopper une production locale. Comment expliquer ce niveau de dépendance en France, en Europe, à des engrais à l'étranger ? Alors, il y a trois types d'engrais. Monsieur Méry connaît sans doute aussi bien que moi largement. Il y a trois types d'engrais importants pour faire pousser les plantes. Grosso modo, il y a de la potasse. Nous, on a épuisé tout ce qu'on avait en Alsace. Il en reste un petit peu en Allemagne, mais bon, il n'y en a pas beaucoup. Et là, on l'importe, je parle de l'Union européenne, essentiellement du Canada, de la Russie et de la Biélorussie. Ce qui ne sont pas des pays... Enfin, le Canada, ça va. On a d'ailleurs fait un accord avec eux pour sécuriser des choses comme ça. Mais ce n'est pas stratégiquement quelque chose de très, très intéressant de dépendre à ce point-là de la Russie et de la Biélorussie. Il y a les phosphates. Là, on importe essentiellement du Maroc. Et puis, il y a les engrais azotés qu'on peut produire en France ou en Europe avec de l'azote qu'on prend dans l'air, mais ça suppose des grosses dépenses d'énergie, du gaz, et là, on a beaucoup délocalisé nos approvisionnements dans les pays on parlait de les pays changement du Golfe aussi. Excusez-moi, il nous reste très très peu de temps. On parlait de changement de modèle tout à l'heure. Christophe Hansen, qui est le commissaire européen, souhaite inciter au développement d'engrais alternatifs et bas carbone produits sur le sol européen, comme par exemple à base de recyclage des nutriments, de filières de biométhane ou de biogaz. Sébastien Méry, des engrais non plus chimiques mais organiques, vous y croyez ? La capacité aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres précis, de pouvoir répondre à toute la demande, non, j'y crois pas. Par contre,
ça va dans le bon sens. Tout ce qui ira dans le sens qu'on ait une production et qu'on soit moins dépendant, voilà, mais quel pas de temps? Aujourd'hui, on a besoin d'une réponse urgente. Après, il y a le plus long terme. Eh bien, ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Sébastien Méry, Anne-Catherine Husson-Traoré et Jean-Christophe Bureau. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.